Le but de l'éducation nationale, c'est d'aider tout le monde à apprendre, ou en tout cas à trouver sa vocation quand on est à l'école. Vous avez vocation, vous, à faciliter tout ça, mais quand on regarde l'actualité aujourd'hui, on voit passer des directives, on voit passer des réformes, notamment celle de l'orthographe, qui nous laissent douter quand même sur les enjeux fondamentaux. Est-ce que ceux-ci sont mis en avant? Et je pose cette question parce qu'aujourd'hui, le numérique est au centre de tout, au centre de tous les usages, au centre de la vie de chacun, mais le numérique au cœur de l'éducation. C'est un cas effectif aujourd'hui? Je compléterai votre définition. Le but de l'éducation nationale, c'est bien sûr d'apprendre à apprendre, c'est aussi d'émanciper les jeunes, c'est-à-dire de leur faire acquérir les outils de leur autonomie. Et la meilleure façon d'acquérir ces outils, eh bien, c'est de leur donner le savoir, les connaissances, la pratique, et de faire d'eux des futurs citoyens capables de se repérer dans un monde de plus en plus complexe. Donc pour répondre à votre question, bien sûr, nos réformes, elles doivent veiller à prendre en compte le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et la réalité du monde d'aujourd'hui, c'est que bien sûr nos élèves doivent toujours avoir cette culture classique, ces connaissances, ce savoir sans lesquels rien ne se comprend véritablement. Mais ils doivent aussi accéder à la modernité du monde et à des outils qui ont totalement envahi notre quotidien, le numérique par exemple. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un plan pour le numérique qui est d'une ambition inégalée et qui va commencer par concerner les élèves du collège, mais à terme, c'est toute l'éducation qui doit aussi se repenser à l'aune de cet outil. Juste un mot peut-être pour être parfaitement clair, il n'y a pas eu de réforme de l'orthographe. Je sais que ça a beaucoup circulé sur les médias, mais malheureusement, il faut parfois se méfier de ce qui circule. C'est quand même dommage aujourd'hui de voir les gens parler d'éducation et de se restreindre à est-ce qu'un accent ou un autre mot va être revu, parce qu'aujourd'hui, en fait, clairement, je pense que les gens attendent autre chose, notamment le numérique. Il y a une étude de l'Institut Montaigne qui vient de sortir qui dit que la France est en retard aujourd'hui quant à l'intégration du numérique dans l'éducation. La France est une superpuissance en Europe et pourtant là-dessus on est en retard. Les chiffres parlent. Vous avez mis donc en place un plan numérique. Si on va sur le site en question qui en parle, on se rend compte qu'aujourd'hui vous promettez d'apprendre autrement, mettre plus d'interaction, plus de travail collaboratif. Sur le terrain, ça va donner quoi concrètement ? Alors d'abord, est-ce que la France est en retard ? Oui, on peut considérer qu'elle l'est d'une certaine façon. Ce qui est étrange parce que dans les années 90, elle avait plutôt pris de l'avance, mais en procédant de telle manière que ça n'avait pas vraiment marché. C'est-à-dire qu'on avait envoyé des outils informatiques, des ordinateurs à l'époque dans les établissements scolaires qui sont longtemps restés dans les placards parce que les enseignants n'avaient pas été formés à cela, ne s'étaient pas suffisamment appropriés ces outils. Et donc aujourd'hui, nous cherchons non seulement à rattraper notre retard, mais finalement à profiter du temps qui s'est écoulé dernièrement pour faire mieux que les pays qui étaient peut-être en avance sur nous, mais qui sont aussi revenus d'un certain nombre de pratiques. On voit dans des études qui ont été conduites récemment que les pays, par exemple, qui depuis quelques années ont investi dans le numérique, eh bien, leurs résultats dépendent non pas de la qualité de l'outil numérique qu'on met entre les mains des élèves, mais de la capacité des équipes pédagogiques à s'être appropriés ces outils. Donc cette fois-ci, nous tirons les leçons de tout cela, et le grand plan numérique, c'est à la fois un plan de formation des enseignants, c'est à la fois un plan de création de ressources numériques nouvelles, parce qu'il ne s'agit pas de scanner des manuels papier et de les mettre sous format numérique, il s'agit de créer des applications, des logiciels, des exercices spécifiques sur numérique pour améliorer les compétences et les connaissances des élèves. C'est un plan en même temps d'équipement, bien sûr, parce que pour faire tout cela, il faut quand même que les élèves soient équipés. Et puis c'est un plan, enfin, qui va intégrer la donne numérique dans toutes les disciplines et à tous les âges. Et j'insiste sur ce point parce que, comme vous le dites, on entend parler de beaucoup de l'école dans les débats publics, dans les commentaires, mais rarement sous les angles qui me semblent les plus importants. Récemment, nous avons réformé tous les programmes de la scolarité obligatoire. Que n'a-t-on entendu sur l'histoire, sur plein de choses. En revanche, très peu de choses ont été dites sur ce qui paraît pourtant majeur, à savoir que désormais le numérique s'apprend. Il s'apprend comment ? Il s'apprend dès l'école primaire, y compris par des choses très simples qui jusqu'alors n'étaient pas verbalisées. On va apprendre aux enfants à taper sur un clavier. Ça, c'est écrit. On va apprendre aux enfants petit à petit à coder, c'est-à-dire à faire de la programmation informatique, pour comprendre qu'il y a un langage informatique derrière des programmes. On va, dans le cadre du cours de mathématiques, et notamment au collège, beaucoup plus développer les notions d'algorithmique. Eh bien, c'est ça l'introduction du numérique dans toutes les disciplines. Si vous y ajoutez, en plus, toujours dans ces programmes,
l'éducation aux médias et à l'information qui nous permet aussi d'apprendre une culture du numérique aux élèves. Comment protéger ses données personnelles sur Internet, comment se méfier de la désinformation qu'on y trouve, eh bien nous avons enfin un cadre qui nous permet de dire que les élèves pourront s'émanciper, y compris du numérique. Vous parlez de données, ça tombe bien. Qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour justement protéger les apprenants, protéger les enseignants qui émettent des données comme ils respirent. Et pourtant, aujourd'hui, en fait, les équipementiers, ce sont des acteurs américains qui ont un but commercial. Et on sait aujourd'hui que leur principal chiffre d'affaires vient des données, de la monétisation. Qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour protéger justement apprenants et enseignants ? Alors c'est un point très important parce que si on n'est pas en confiance sur ce point-là, du coup on a une espèce d'hostilité à l'égard du numérique que je peux très bien comprendre comme parent. Moi je ne veux pas que les données personnelles de mes enfants se retrouvent n'importe où. Donc c'est très important de fournir un cadre en même temps que ce plan numérique qui nous rassure sur ce point. C'est la raison pour laquelle nous avons adopté une charte de protection des données qui doit être signée par chacun de nos partenaires dans ce grand plan numérique. Qu'il s'agisse d'institutions, de sociétés commerciales, tous ceux avec lesquels nous travaillons doivent nous garantir qu'il y a protection des données. Par ailleurs, comme ce plan numérique est aussi l'occasion de mener un certain nombre d'expérimentations pédagogiques, et c'est très bien, c'est-à-dire qu'on va dans une académie, dans une école, tester telle façon pédagogique d'utiliser le numérique. Et d'ailleurs, combien d'établissements sont concernés ? Alors, par le plan numérique, à la rentrée 2016, on serait sur 1800 collèges et quelques 1300 écoles primaires. Et l'idée, c'est bien un plan qui se développe sur 3 ans, donc rentrée 2016, rentrée 2017, rentrée 2018, et qu'à la fin de ces 3 ans, nous ayons l'intégralité des collèges qui soient concernés à partir de la classe de 5e. Aujourd'hui, quand on demande aux recruteurs, parce que la finalité de l'école, c'est quand même d'arriver sur le marché du travail, quand on leur demande ce qu'ils pensent en fait de l'enseignement, ils trouvent qu'il y a un gap énorme entre ce qu'on apprend à l'école, en tout cas la façon dont on est inséré dans l'entreprise, et ce qu'on fait effectivement dans l'entreprise. Un exemple assez frappant, c'est la triche. Aujourd'hui, la triche, c'est un tabou. Aujourd'hui, c'est pénalisé. Lorsqu'on prend une ressource, que ce soit un cours ou autre, en complément de sa feuille lorsqu'on est en examen, on est pénalisé. Et pourtant, aujourd'hui, quand on voit dans l'entreprise, c'est impossible de travailler, c'est impossible d'avancer sans avoir notre second cerveau, à savoir les moteurs de recherche, sinon on perd en performance. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'apprendre à juger, à noter autrement les élèves, les étudiants ? Alors oui, il y a un besoin en effet d'adapter finalement ce qu'on apprend à l'école à ce qu'on attendra de nous, non seulement dans le monde professionnel, mais aussi dans la vie sociale de demain, et déjà d'aujourd'hui à bien des égards. C'est la raison pour laquelle la réforme du collège en particulier, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, insiste sur la nécessité d'avoir des temps d'apprentissage, des temps d'enseignement qui soient des temps de mise en pratique pour les élèves, des temps de travail collectif autour de projets concrets à réaliser, à présenter à l'oral, faire preuve de créativité, toutes choses qui seront attendues en effet dans le monde du travail. Et ensuite, vous me demandiez, pardon, la deuxième chose. C'était une chose très simple, c'était aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps d'apprendre à noter différemment ? Ah oui, voilà, la notation. Et donc ensuite, il y a la question de l'évaluation. Moi, je suis pour qu'on veille beaucoup mieux dans l'évaluation que l'on fait des élèves, en effet, à évaluer aussi bien ce qui relève de l'académique à proprement parler, est-ce que la réponse à la question a été juste ou pas juste, que ce qui relève des compétences sociales, d'où l'importance mise sur la question de la pratique de l'oral. Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, dans le diplôme national du brevet que l'on passe donc à la fin de la 3e, il n'y avait que des épreuves écrites. Il n'y avait aucune épreuve orale. Donc la réforme que nous avons conduite sur ce diplôme national du brevet nous conduit enfin à avoir systématiquement une épreuve orale au cours de laquelle l'élève sera amené notamment à revenir sur les projets qu'il a conduits dans le cadre de ces enseignements pratiques interdisciplinaires créés par la réforme du collège, et donc aussi à faire valoir des compétences autres que simplement académiques, à démontrer ce qu'il a appris en termes de citoyenneté, de capacité d'autonomie et de capacité de travail collaboratif. Donc c'est des nouveautés qui sont en train d'être introduites au collège en particulier, qui sont très importantes. Dernière question, il y a une notion qui fait beaucoup trembler un autre ministère qui est celui de l'économie, c'est le mot disruption. Je ne sais pas si ça vous parle. Disrupter, l'entreprise dans laquelle l'élève, l'étudiant a vocation à travailler aujourd'hui se fait impacter par le numérique. Il y a beaucoup d'acteurs qui arrivent, qui ont vocation pas seulement à chambouler, mais même à remplacer des entreprises déjà établies dans la santé, dans l'agriculture, dans tous les secteurs. Est-ce que dans l'éducation,
Et est-ce qu'un service public peut se faire disrupter aussi? Je pense à l'éducation nationale. On voit des acteurs comme Google, Facebook qui ont clairement pour ambition de repenser l'éducation à l'échelon mondial. Est-ce que ces gens-là peuvent faire disparaître l'éducation nationale? Non. Non, parce que rien ne remplacera jamais un enseignant. Vous pourrez mettre tous les outils que vous voulez, tout performant qu'ils soient, entre les mains d'un élève. S'il n'a pas derrière lui, à côté de lui ou en face de lui un enseignant qui soit son guide, qui soit là pour l'orienter, l'aider à se repérer, et puis aussi agrémenter ce qu'il trouve sur Internet. Parce que vous me disiez tout à l'heure, quand on ne sait pas la réponse à une question, parfois c'est plus simple de chercher sur Google, certes. Mais je veux dire, ce qui compte pour la formation de l'esprit critique des élèves, c'est aussi d'avoir plus que ce qu'on trouve sur Google. C'est d'avoir une histoire, c'est d'avoir des références littéraires, culturelles, scientifiques que seul un enseignant peut lui donner. Et donc à partir de cette base-là, de ce socle, comme on dit dans notre langage éducation nationale, de ce socle de connaissances, de compétences et de culture, alors l'élève pourra aller faire des recherches sur Google. Mais ne sous-estimez jamais la valeur de ce socle-là. Donc pour cette raison, rien ne pourra jamais remplacer l'éducation nationale. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que l'éducation nationale, jusqu'à présent, avait comme partenaire, par exemple pour ce qui est de la fabrique des manuels scolaires, eh bien, des grands groupes, des éditeurs très installés, etc. Et qu'aujourd'hui, le plan numérique nous conduit aussi à diversifier les partenaires qui sont les nôtres. Aux côtés des grandes maisons d'édition, on peut avoir dans la construction des fameuses ressources disciplinaires numériques que j'évoquais tout à l'heure, des start-up qui viennent pour proposer des logiciels, des exercices, des applications, et ça nous semble intéressant. Et donc on ouvre un peu le jeu, ce qui d'ailleurs est fort utile parce que cela conduit, y compris les grandes maisons d'édition, à se repenser, à être concurrencées, donc à chercher à être encore plus performantes, plus originales, plus intéressantes aussi dans les produits fournis et proposés. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. C'est au fond, ce faisant, l'éducation nationale se met aussi à la page. Merci. Merci à vous.